Alors, dans la suite de ce cours sur les acides bases, on en était à l'étude du pH. Donc le pH, c'était l'expression de la quantité d'acide qu'il y a dans un milieu. Donc la quantité d'acide, c'est la concentration en ion H3O+, ou H+. Et le pH, c'est l'expression de cette concentration moyennant moins le logarithme. Donc pour passer du pH à la concentration en H+, on doit faire 10 exposants moins le pH, et pour passer de la concentration en H+, au pH, on fait moins log de cette concentration en H+. On arrivait donc à un système d'une échelle de pH qui s'exprime donc de 0 à 14, mais qui est, attention, une échelle ouverte, donc c'est pas impossible d'avoir des pH qui sont plus grands que 14 ou des pH qui sont inférieurs à 0, avec un point où on a un milieu qui est neutre, où on a autant de H+, et de OH-, et que cette quantité est égale à 10 exposant moins 7. Un milieu acide quand on a plus de H+, que de OH-, donc c'est-à-dire quand la concentration en H+, est plus grande que 10 moins 7. Donc on arrive à un pH qui, lui, du coup, est plus petit que 7, vu qu'on a le pH, c'est l'expression du moins le logarithme de la concentration en H+. Donc forcément, si j'ai une concentration en H+, plus grande que 10 moins 7, par exemple 10 moins 5, je vais avoir un pH de 5 qui est bien plus petit que 7. Et une solution basique où c'est la quantité de OH- qui est plus grande que la quantité de H+, et où on arrive à un pH qui va être plus grand que 7. Donc cette échelle est exprimée sous différentes formes. Donc ici on a quelques substances courantes qu'on va rencontrer avec voilà, le suc gastrique qui est à 2, donc c'est un milieu très acide. Votre estomac doit être acide. Pourquoi? Pour pouvoir tuer les bactéries que vous avalez en même temps que ce que vous mangez, et pour pouvoir casser les aliments donc en petites molécules, on va dire, ou en plus grosses molécules qui vont être digérables par vos enzymes. Le citron, le coca, le vinaigre, tout ça, c'est des milieux qui sont acides. Le NaOH, donc c'est la soude caustique. L'ammoniac, c'est une base. L'eau de mer. Alors on a le sang qui est autour donc du pH 7, parce qu'on a un pH qui est plus ou moins neutre au niveau du sang. Donc voilà, ça c'est quelques exemples. Même chose ici, et on arrive donc à cette échelle qui va donc bien de 0 à 14 avec une flèche qui continue pour dire que c'est une échelle ouverte. Le 7, c'est le point où on a un système qui est neutre, ni acide ni basique. pH plus grand que 7, on a un milieu qui est basique, et plus petit, on a un milieu qui est acide. Si la concentration en H+ diminue, le pH va augmenter. Si la concentration en H+ augmente, le pH diminue, étant donné qu'entre les deux expressions, on a moins le logarithme. Donc c'est logique que s'il y en a un qui monte, l'autre descend. Et alors, un point qui est relativement important ici, donc une faible variation de pH va correspondre à une très forte variation de concentration en H+. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on est en logarithme, donc en base 10, forcément, quand on augmente le pH de 1 unité ou de 2 unités, on a l'impression de ne pas faire une grosse augmentation d'acide, par exemple, ou diminution d'acide, mais pourtant, au niveau de la concentration en H+, on fait un très très gros changement. Exemple, si on passe d'un pH 2 à un pH 6, on a un pH qui est juste multiplié par 3. Donc on pourrait se dire, bon, ça va. Mais en réalité, un pH 2 nous donne une concentration en H+ de 10-2, alors qu'une concentration, un pH 6 donne une concentration en H+ de 10-6 moles par litre, ce qui veut dire que la concentration va être divisée par 10 000 pour un pH qui est juste multiplié par 3. Donc ça, il faut faire attention et bien se dire que quand on a une variation de pH, comme on est en base 10, ça va forcément correspondre à un grand changement de concentration de H+, ou de OH- en fonction de ce qu'on étudie. Donc ça, c'était juste une petite remarque. Donc, en bref, qu'est-ce qu'on retient pour le pH? Que si la concentration en H3O+, est égale à la concentration en OH- et est égale à 10-7, on est dans un milieu neutre. Que si la concentration en H+ est plus petite que 10-7, on est dans un milieu basique, et si elle est plus grande que 10 exposant moins 7, on est dans une solution acide. On n'oublie pas aussi que la concentration en H+, ou en H3O+, je vous rappelle, pour ceux qui auraient oublié, que ça,
les deux écritures sont équivalentes, ça dépend simplement si on a tenu compte d'H2O ou pas, c'est égal à moins le logarithme, non pardon, je dis des bêtises, la concentration en H+, c'est quoi que je voulais dire? Voilà, donc ces deux choses-là sont identiques, et pour avoir le pH, on va faire moins le logarithme de cette concentration en H+, ou H3O+. Alors, petit cours donc sur les mesures du pH. Pour pouvoir mesurer le pH, on a différentes solutions. On a le premier point, c'est un pH mètre. Donc c'est une machine qui va être capable de mesurer le pH d'une solution. On le met dans le milieu et ça nous donne le pH de la solution. Bon, c'est très pratique, mais c'est pas très compliqué. Deuxième point, les indicateurs colorés. Alors ça, c'est plus rigolo. Un indicateur coloré, c'est quoi? C'est une substance qui va changer de couleur en fonction du pH. Donc, vous avez toute une série de molécules, d'accord, qui vont changer de couleur, passer du jaune au violet, du jaune au bleu, de l'incolore au jaune, de l'incolore au rouge, etc. Donc bref, plein de changements de couleur, autour de ce qu'on appelle un point de virage. Donc le point de virage, c'est la zone entre lesquelles l'indicateur va changer de couleur. Donc par exemple, le violet de méthyle, avant 0,2 de pH, il est en jaune, et après 2, il est en violet. Donc ça, c'est une zone de virage. Donc en fonction de l'indicateur qu'on utilise, on va pouvoir dire, tiens, cette substance est à un pH d'autant. Et alors, on va pouvoir utiliser plusieurs indicateurs pour pouvoir affiner le pH. Exemple, on a une solution de pH inconnue. On va ajouter par exemple des gouttes de rouge de méthyle. Donc on va retourner voir dans notre tableau. Le rouge de méthyle, il est où? Il est ici. Il vire entre 4.4 et 6.2. Donc on ajoute le rouge de méthyle et qu'est-ce qu'on observe? On observe la couleur qui apparaît. Donc on met ce rouge de méthyle, donc dans vos feuilles à vous, vous n'avez pas les couleurs, mais donc on met le rouge de méthyle et on observe que c'est jaune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pH, il est plus grand que 6.2. D'accord? Alors, s'il est plus grand que 6.2, c'est très bien, mais donc il faut qu'on trouve un autre indicateur pour pouvoir l'affiner, parce que plus grand que 6.2, c'est bien, mais entre 6.2 et 14, c'est large. Donc, on va regarder tous ceux, donc ceux-là, ça servira à rien, tous ceux qui dépassent le 6.2, et on va trouver par exemple le rouge de phénol, qui va virer du jaune au rouge de 6.4 à 8.2. On va en mettre. On met le rouge de phénol, on constate que la coloration jaune persiste, donc ça veut dire que le pH est plus petit que 6.4. Donc, on sait qu'en gros, notre solution a un pH, grosso modo, de 6,3 autour de ça, étant donné que le pH est plus petit que 6.4 et il est plus grand que 6.2. Donc, les indicateurs colorés vont permettre de déterminer le pH d'un milieu dont on ignorait quelque chose. Il y a du papier indicateur coloré, que donc certains auront peut-être utilisé en labo. Donc c'est des papiers qu'on peut utiliser parfois chez le médecin. Le médecin, il trempe ça par exemple parfois dans l'urine pour pouvoir analyser le pH et vérifier que tout va bien. Eh bien, ces papiers indicateurs colorés, c'est quoi? C'est des papiers qui sont imbibés de plein d'indicateurs et qui, au moment où vous allez mettre une goutte dessus, vont changer de couleur, hop, en fonction des indicateurs qui sont dedans et vont donc vous indiquer à quel pH vous êtes. Alors ça, c'était avec les indicateurs. Alors, exemple, donc ici, on a un exercice. Donc, vous avez besoin du tableau de la page 58 et vous déterminez la fourchette dans laquelle on a une solution. Donc, on a ajouté des gouttes de vert de bromocrésol et on trouve que ça vire au bleu. Et puis on ajoute du bleu de bromothymol et on trouve que ça vire au jaune. Et donc j'aimerais la fourchette dans laquelle est mon pH. Donc, pour pouvoir faire ça, on retourne dans le tableau de la page 58. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire l'exercice et puis de le corriger. Donc on va chercher le bromocrésol. Bromocrésol, il est là. Il est jaune-bleu pour une valeur de 3.8, 5.4. Jaune-bleu, 3.8, 5.4. Donc
jaune au bleu, on a dit 3.8, 5.4, on trouve que ça vire au bleu. Donc ça veut dire que le pH, s'il est bleu, il est plus grand que 5,4. Vu que c'était jaune-bleu, jaune avant 3.8, bleu après 5.4. Ensuite, à cette solution, on ajoute aussi du bleu de bromothymol et on dit que ça vire au jaune. Donc si je retourne voir dans mon tableau le bleu de bromothymol, attention, vous ne vous trompez pas, bromothymol, jaune vers bleu, 6, 7.6. Donc jaune, bleu, 6, 7.6, jaune, bleu, 6, 7,6. Et donc c'était jaune avant et bleu après. Qu'est-ce qu'on trouve quand on met ce bleu de bromothymol? Que la solution vire au jaune. Donc ça veut dire que le pH est plus petit que 6. Donc en gros, la fourchette de pH, j'ai un pH pour cette solution qui se situe entre 5,4 et 6. Donc voilà, c'est pas super compliqué et ce ne sera pas la majorité de vos questions d'interro, mais c'est intéressant et c'est assez rigolo comme exercice à faire. Alors maintenant, les indicateurs, on en trouve dans la nature. Exemple, le chou rouge. Alors le chou rouge, comme son nom l'indique, sa couleur est rouge. Le chou rouge, si vous l'achetez en bocal et que vous prenez du chou rouge et que vous en mettez dans un bol et que vous le rincez à l'eau et que vous attendez un peu, et bien ce chou rouge va virer au vert. Pourquoi? Parce qu'en fait le chou rouge est rouge en milieu acide. Et si vous tombez en milieu moins acide, donc le chou rouge, il est rouge, rouge-mauve, en milieu acide. Dès que le milieu va se désacidifier, donc si par exemple vous mettez de l'eau ou que vous le laissez à l'air libre, il va virer à un espèce de brun vert. Ça dépend un peu de l'état du milieu, mais il sera plus mauve. Et c'est pour ça que le chou rouge, on le conserve dans du vinaigre par exemple. Donc les bocaux de chou rouge, c'est de l'eau avec du vinaigre qu'il y a dedans. Pourquoi? Parce que le vinaigre, du coup, c'est acide et ça permet de garder la couleur du chou rouge. Alors on a d'autres choses, exemple les coquelicots et les bleuets, par exemple, j'ai ça à la page d'après parce que je suis un peu en avance, je reviendrai là-dessus après. Les coquelicots et les bleuets, eh bien la sève, la molécule qui sert de colorant aux bleuets et aux coquelicots, donc qui est rouge à gauche et bleu à droite pour ceux qui n'ont pas les couleurs sur leur feuille, eh bien cette molécule c'est la même, mais la molécule à une sève dans un milieu acide ou dans un milieu basique ne va pas avoir la même couleur. Et donc, si vous regardez dans le texte, parce que je ne sais jamais lequel est quoi, il y en a un des deux, le bleuet ou le coquelicot, qui est acide. Donc voilà, la sève du coquelicot est plus acide que celle du bleuet. Donc en milieu acide, cette molécule, ce colorant, est rouge, alors qu'en milieu basique, elle va être bleue. Même chose pour les hortensias, pour ceux qui ont des parents qui aiment le jardinage. Par exemple, les hortensias, en fonction du sol et de l'acidité dans le sol, ils vont pouvoir avoir plusieurs couleurs. Soit ils vont être bleus, soit ils vont avoir tendance à être roses. Donc ça dépend de nouveau de l'acidité de la sève et qui vient de l'acidité du sol en fait. Donc on trouve comme ça tout un tas de molécules qui vont changer de couleur en fonction du pH et de la quantité d'acide qu'il y a dans le milieu. Alors maintenant, pourquoi est-ce que c'est intéressant de connaître le pH de certaines choses? Alors c'est intéressant en agriculture. C'est intéressant, pourquoi? Parce que les différentes plantes qu'on peut avoir, ici par exemple, vont pousser sur des sols qui ont des pH différents. Donc par exemple, on ne cultive pas des patates là où on cultive des carottes ou là où on cultive des tomates. Donc il y a certains types de sols qui vont être propices pour faire pousser certains légumes, alors que d'autres vont être propices pour faire pousser d'autres choses. Et donc ça, c'est intéressant aussi, parce que forcément, si vous êtes agriculteur et que vous avez des champs de patates, mais que par exemple votre sol il est à un pH très différent de 5 ou 6,5,
et bien vous savez que vous allez avoir moins de patates, donc ce serait intéressant soit de changer, d'acidifier le sol ou de mettre de la chaux pour le basifier, soit de simplement changer de culture et de prendre quelque chose qui est approprié au type de sol que vous avez. Alors, autre domaine dans lequel c'est intéressant, en médecine, parce qu'en médecine, on a plein de choses qui sont liées au pH. Donc le pH du sang est un pH qui est proche de la neutralité, donc qui est à 7,4. Si le pH diminue, on entre en acidose et par exemple, ça va provoquer des crampes. Les crampes, quand vous avez des crampes, c'est parce que votre corps ou vos muscles fonctionnent trop à un moment donné, par exemple, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fonctionné, donc ils vont fonctionner, par exemple, trop et pas de façon optimale, et ils vont produire de l'acide lactique. Et cet acide lactique, il va entraîner des contractions musculaires et des crampes, donc que vous ne contrôlez pas, à cause justement du fait qu'il y a trop d'acide dans le milieu. Si le pH augmente, par contre, on entre en alcalose, donc on a trop de base dans le milieu, ça peut provoquer des vomissements, des douleurs, des convulsions, des maux de tête, des raideurs. Donc ce pH est important pour le bon fonctionnement du corps. Le pH du sang, il reste en permanence à ce pH-là, parce qu'on a des substances, qu'on verra après, qui vont être des substances qui vont servir justement à garder un pH relativement fixe et stable, de façon à ce que quand vous mangez par exemple plein de choses acides, quand on mange plein de choses acides, c'est pas pour autant que le corps entre en acidose ou à l'inverse. Donc le sang est une substance qui va rester à ce pH, c'est les substances tampons qu'on verra en dernier dans ce cours. Et enfin le pH donc, de l'estomac, il est plus ou moins à un pH 2, et donc ça comprend de l'acide, de l'HCl, qui est sécrété par l'estomac, et ça va permettre de digérer donc la digestion de certains aliments, donc en commençant par les casser, donc les digérer, vraiment c'est l'acide va les attaquer pour les réduire en petites miettes, et ça permet aussi de détruire les bactéries ou les micro-organismes qu'on pourrait avaler dans la nourriture. Quand on est stressé, on a parfois des ulcères. Donc les ulcères, c'est des trous dans l'estomac. C'est dû à quoi? C'est dû à une trop grande production d'acide. Trop grande production d'acide donc gastrique. Et ça va attaquer à un moment donné la paroi de l'estomac. Donc c'est lié à un désordre, à un déséquilibre dans la production de cet acide. Et pour lutter contre ça, on a des médicaments du genre les Réni, le Gaviscon, tout ça qui sont des molécules des médicaments qui contiennent des molécules qui sont des bases, comme le NaHCO3, comme le MgOH2 par exemple, qui vont du coup agir comme neutralisateur en faisant acide plus base et en faisant un sel et de l'eau dans l'estomac.